Alors voilà le numéro 3 de cette revue de la semaine. On est actuellement aux environs de 300 vues, quelques abonnés et autant de partages sur les supports que j'ai pu mettre en place, que ce soit Facebook, la chaîne YouTube et le site. Merci donc à toutes et à tous pour ces encouragements. Alors je vous donne ces chiffres parce qu'on a tout intérêt à avoir des outils de communication qui soient autonomes. Toutes les problématiques qui sont abordées dans ces revues passent rarement le filtre des systèmes informatifs traditionnels. Comme promis, je vais essayer, et je vais réussir, à faire bien plus court, afin que ce soit visible par le plus grand nombre. Du coup, générique. Alors la question de la semaine va porter sur l'éventuel parallèle qu'on peut faire entre la politique de Trump et celle d'Emmanuel Macron. Vous verrez qu'il y a quelques similitudes. Je commence rapidement sur le fait qu'il se soit fait ridiculiser de la sorte. On l'a tous vu à la télé il y a quelques semaines. Lui s'est fait ridiculiser, et nous par la même occasion. Il y a pas mal de chefs d'État qui ne jouent pas ce jeu-là avec ce type de président. Et il n'a pas su le faire. Ok, bon, c'est complètement une autre affaire, hein, mais je tenais à le signaler. Alors, sur ce point, ce premier point, le point commun le plus évident, je pense, ce sont les réformes fiscales hein, qui ont été menées par Trump et Macron l'automne dernier. Hein, ça se ressemble énormément. Alors, je vais prendre une minute pour décrire. Trump, le cœur de sa politique, ce ne sont pas les sanctions sur l'acier dont on entend parler actuellement, qui pèsent quelques centaines de millions de dollars. Non, non, le cœur de sa politique, ce sont les centaines de milliards de dollars qu'il a dépensés sur sa réforme fiscale. Alors, on peut dégager 3 points importants. Premièrement, il y a la baisse du taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés. On va passer de 35 à 20%. Deuxièmement, il y a la baisse du taux de l'impôt sur le revenu pour les businessmen comme Trump, les business income, les profits d'entreprise, qui vont être taxés à 25% contre 40% pour les salaires. Alors il faut comprendre, à un même niveau de revenu, en ce qui concerne ces bénéfices, vous êtes un businessman, vous êtes taxé à 25%. Vous êtes un particulier qui travaille, vous êtes taxé à 40%. Moyen. Troisièmement, il y a une réforme et une énorme réduction de l'impôt sur les successions. Bon, lui, il voulait le supprimer complètement, hein, il n'a pas réussi. Mais il a obtenu une baisse très très significative de ces types d'impositions. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant côté Macron? C'est intéressant, du coup, on va prendre les 3 points. Impôt sur les bénéfices des sociétés. Le taux en France va passer de 33 à 25%. Ok? Impôt sur le revenu des personnes. En gros, pour les intérêts et les dividendes, un taux a baissé à 30%. Alors que sur les salaires, c'est 55%. C'est-à-dire que vous avez 45% d'impôt sur le revenu, 10% de CSG, alors que sur les intérêts et les dividendes, ça va être plafonné à 30%. Pour se rendre compte, à titre d'exemple, un citoyen lambda qui va gagner, admettons, 100 000 euros par an en salaire, il sera imposé à 55%. Par contre, pour quelqu'un qui va gagner les mêmes 100 000 euros, mais plus en salaire, en intérêt et en dividende, c'est-à-dire produit du capital, pas du travail, lui, il ne va être imposé qu'à 30%. Il faut le savoir. Alors, on peut baisser les impôts, moi je veux bien, au contraire, hein, mais pas pour toujours les mêmes, quoi. Pourquoi on considère que c'est moins méritant mon salaire à 100 000 euros par an que des intérêts et des dividendes à 100 000 euros par an? Entre nous, je veux bien un salaire à 100 000 euros par an, hein. Je veux bien payer des impôts. Pour un même montant, on vient de le voir, c'est une rupture d'égalité majeure qui me paraît extrêmement grave. Le troisième point, c'est quand même la suppression de l'impôt sur la fortune. En tout cas, l'impôt sur tous les actifs financiers. Bon, en général, au-delà de 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros de patrimoine, 90% des patrimoines, ce sont des actifs financiers. Un actif financier, c'est un titre ou un contrat qui généralement est transmissible et négociable et qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus ou un gain en capital en contrepartie d'une certaine prise de risque. Bon, encore une fois, c'est un allègement destiné aux plus riches des plus riches.
Je rajoute à ça les mesures de suppression de l'exit tax, on comprendra facilement où on veut en venir. La description ou la comparaison qu'on vient de faire est très factuelle. Si on regarde l'effet de ces 3 points très précis, la fiscalité des sociétés, des personnes et des patrimoines, que je viens de décrire, eh bien, si on ne voit pas de similitude flagrante, c'est quand même qu'il faut être un peu aveugle. C'est très clair, et dans les 2 cas, il y a une fuite en avant vers le dumping social. Le dumping social, fiscal, en l'occurrence, en langage normal, c'est en fait une fiscalité qui est plus faible de la part d'un État, et plus faible que celle des pays voisins, de manière à attirer les capitaux étrangers, ou alors les travailleurs de haut niveau. On a les exemples flagrants, que ce soit en Irlande, en ce qui concerne la France, et il n'y a pas que l'Irlande, le Luxembourg, la Belgique. Donc tout ça, c'est toujours en faveur des plus mobiles et des plus défavorisés. C'est toujours pareil. En fin de compte, pour donner un ordre de grandeur, parce que tous ces chiffres-là, ça peut paraître très abstrait, la politique, jusqu'à maintenant, la politique de Macron a dépensé l'équivalent de 5 à 6 milliards d'euros par an de réduction d'impôts. En gros, pour les 1 à 2% des Français les plus aisés. Ça représente l'équivalent de quasiment la moitié du budget total des universités, de l'enseignement supérieur en France, qui est de 13 milliards d'euros. On sait que dans les 10 dernières années, le budget total par étudiant, par exemple, a baissé d'environ 10%. Alors c'est quand même très paradoxal, à une période où on parle sans arrêt d'innovation, de capital humain, de l'économie de la connaissance, où va l'argent? Il ne va pas là. Alors, est-ce que le plus utile pour préparer l'avenir d'un pays, c'est d'avoir une école, une formation, c'est d'avoir plus de place dans les universités, les BTS, les IUT, dans le supérieur, en fait? Pour tous les bacheliers qu'on a amenés au niveau du bac, et qui maintenant se présentent dans l'enseignement supérieur, et qui n'ont pas de place ou qui ne peuvent pas choisir les filières qu'ils veulent, les filières pour lesquelles ils sont motivés. Est-ce que vraiment le plus utile, c'était de faire ces 6 milliards d'euros de cadeaux à des contribuables de l'impôt sur la fortune, alors qui sont de surcroît plutôt des personnes âgées en plus, 60-70 ans. Bon, mais si on veut investir dans l'avenir, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie à adopter clairement. Bon, réflexion. La source de cette intervention, c'est un entretien de Thomas Piketty, qui est professeur à l'école d'économie de Paris, directeur d'études à l'école des hautes études de sciences sociales. Vous pouvez trouver le lien complet de cette interview qui était vraiment intéressante sur YouTube, notamment en tapant Thomas Piketty, les inégalités, vous tomberez dessus certainement. Bon, c'est un petit peu plus court. On se retrouve bientôt, la semaine prochaine théoriquement. Merci pour vos réactions et on se dit à bientôt. Bye bye.